Chloé Jarry, bonjour. Vous êtes productrice exécutive de Lucid Realities. Vous êtes également membre du bureau de l'Association des producteurs d'expériences numériques, PXN. Il y a quelques années, dans le cadre d'une vie professionnelle précédente chez Camera Lucida, vous avez produit l'œuvre numérique immersive The Enemy de Karim Ben Khalifa, qui a été précurseur dans ce rapport des œuvres numériques avec les institutions publiques. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de The Enemy ? Oui, alors en effet, j'étais avant de créer Lucid Realities il y a 2 ans et demi, j'étais chez Camera Lucida où je dirigeais la partie nouveaux médias, on va dire. Et un de nos derniers projets, qui nous a pris 4 ans, donc une bonne partie de ma vie, était le projet The Enemy de Karim Ben Khalifa, qui était en fait une exposition immersive qui a été inaugurée en mai 2017 à l'Institut du monde arabe à Paris et qui après a parcouru plusieurs pays du monde. Et l'idée de cette expérience était vraiment une expérience multi-utilisateur pour une vingtaine d'utilisateurs en même temps, sur un flux de 5 par 5 et qui rentrait en fait dans l'expérience toutes les 15 minutes. Et l'idée était de permettre la rencontre avec des combattants de différents conflits du monde. Alors qui étaient des vraies personnes et tous leurs témoignages, leur voix étaient réelles, mais sur lequel on les avait complètement remodélisés en 3D pour permettre une rencontre quasi physique en utilisant un casque de réalité virtuelle et le sentiment d'être avec eux dans la même pièce, de pouvoir les écouter et vraiment qu'ils soient présents avec vous. Donc c'est une expérience qui a demandé beaucoup de recherche et développement, ce qui explique un peu les 4 ans de production. On a coproduit avec France Télévisions et l'Office national du film au Canada et deux sociétés technologiques, émissives à Paris et DPT Département qui est un studio à Montréal. Et l'idée de ce projet était vraiment, au-delà évidemment la porteur de son contenu, de ce que voulait dire Karim à travers ce projet, qui était de finalement vous mettre un peu dans ses pieds, dans ses chaussures, comme on dit, dans son métier de photographe de guerre, d'aller sur les conflits, mais aussi pour nous de mettre en place une espèce de format d'expérience multi-utilisateur dans un musée. Donc ça se vit sur 300 mètres carrés. Il n'y a pas d'exposition en ce moment, mais sur les 5 expositions qui ont eu lieu, on est sur un espace de 300 mètres carrés, complètement équipé de ce qu'on appelle des caméras de tracking, qui permet aux utilisateurs d'évoluer de façon très libre à la rencontre de ce contenu dans une expérience qui dure 50 minutes environ. Justement, je disais que The Enemy a été précurseur et récemment, avec Lucid Realities, vous venez de produire une œuvre immersive, à nouveau numérique, autour des nymphéas de Claude Monet avec le musée de l'Orangerie. Et vous disiez dans une table ronde juste précédente qui questionnait les collaborations entre l'image et les musées que les musées maintenant étaient plus des partenaires que des commanditaires. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce rapport ? C'est vrai qu'avec The Enemy, on a été confrontés, en fait, on était parti un peu tout feu tout flamme, et puis une fois qu'on avait cette expérience qui se vivait sur 300 mètres carrés, il a fallu trouver un lieu où le public pouvait venir pour la faire vivre. Donc assez vite, on s'est dit que le musée, en général, pouvait être un lieu pour accueillir ce type de projets qui ne sont pas du tout des jeux, on n'est pas fait pour des salles d'arcade, on est vraiment fait pour un contenu, je vais dire, un peu sérieux, et à la fois on s'adresse à un champ du public extrêmement large. C'est-à-dire, pour The Enemy, c'était à partir de 13 ans et jusqu'à 90. Donc il nous fallait des lieux publics qui permettaient d'assurer, d'abord en toute sécurité, avec des médiateurs, des gens qui savent accueillir le public, l'aider, mais aussi dialoguer avec lui.
Et donc, on a décidé et trouvé un certain nombre de partenaires dans le monde qui ont accueilli ce projet dans leurs locaux muséaux, quoi. Et quand j'ai monté Lucid Realities, donc à la suite de ce projet-là, on s'est vraiment, d'une certaine façon, focalisé sur des expériences qui pouvaient être vécues dans des musées, en se rendant compte que, en effet, les musées étaient assez ouverts à ce type d'expérience, que ça leur permettait d'attirer d'autres publics, et que pour nous, en tant que producteurs, qui cherchons évidemment à faire connaître et à donner un accès le plus large possible à nos projets, qui manquent aujourd'hui d'un certain nombre les gens n'ont pas de casque chez eux, ou ceux qui en ont, c'est plutôt pour faire du jeu, etc. Donc ça nous permettait de trouver des diffuseurs, finalement, comme on pourrait appeler ça. Et dans un partenariat qui, d'après notre vision, et ça s'est retrouvé après dans les différents partenariats qu'on a fait, et finalement gagnant pour tout le monde, parce que nous, ça nous permet d'avoir de la visibilité, d'avoir de la presse, de faire venir des journalistes, d'avoir souvent même un retentissement international, avec des grands partenaires comme le musée d'Orsay, le musée de l'Orangerie dont vous parliez. Et eux, ça leur permet aussi de proposer à la fois autre chose à des nouvelles audiences, mais également une vision sur certaines œuvres, mais ça peut être plus large que même des œuvres montrées dans le musée, mais d'accueillir en fait des œuvres d'un nouveau genre. Et ça, on sent qu'il y a un appétit du public, un intérêt des conservateurs finalement pour ces nouvelles approches, c'est aussi ces collaborations avec des réalisateurs, avec des scénaristes, dont c'est le métier de faire ça. Donc c'est un peu différent que de faire un outil de médiation numérique qui souvent sont faits plus sous forme de commande. Là, on est sur des partenariats un peu différents, c'est-à-dire que c'est des projets qui viennent de l'envie d'un réalisateur. Nous, on arrive en tant que producteur et on propose au musée de venir, alors ou en préachat ou en coproduction, ce qui permet au musée d'être minoritaire et donc de participer à des projets beaucoup plus ambitieux que ce qu'ils pourraient faire s'ils étaient seuls financeurs du projet. Nous, en tant que producteurs délégués, on se charge d'aller chercher les financements complémentaires. Ce qui est parfois long, mais ça permet aussi de s'ouvrir à d'autres types de financement, par exemple le CNC, les aides aux régions, voilà, donc tout cet écosystème qui vient de l'audiovisuel et qui nous soutient dans ce qu'on fait. Et les chaînes de télévision qui parfois aussi coproduisent les œuvres. Et donc on met en place en fait tout un écosystème financier et nous on bénéficie aussi du travail des conservateurs qui peuvent être conseillers scientifiques et ça c'est très souvent évidemment très important, d'un écosystème muséal qui a des médiateurs, des moyens techniques dont on a besoin et d'une forme de label aussi, parce que c'est vrai que quand on coproduit avec le musée d'Orsay, quand on coproduit avec le Muséum national d'histoire naturelle, ça donne à nos contenus et à nos œuvres un côté un peu référence. Et quand après on les exploite dans d'autres lieux, c'est vrai que les autres musées sont aussi contents d'avoir un projet qui a été montré au musée d'Orsay, montré au Muséum d'histoire naturelle. Donc, et nous, ça nous permet de faire voyager ces marques, qui sont des très grandes marques de musées, connues dans le monde entier, mais qui, évidemment, aujourd'hui, tous les visiteurs ne peuvent pas venir à Orsay, tous les visiteurs ne viennent pas au muséum. Donc, faire voyager ces œuvres, c'est aussi faire voyager, finalement, ces musées. Donc, il y a vraiment un peu de tout. Merci beaucoup, Chloé Jarry. Mais merci à vous.